L'année 2024 touche à sa fin, et si officiellement Survivor Series Wargames était le dernier PLE de l'année, la WWE a décidé il y a quelques temps de relancer son événement spécial Saturday Night Main Event pour nous offrir une soirée très spéciale qui permet à l'entreprise de pour de bon se diriger vers 2025. Avec 5 matchs sur la carte, dont 4 pour des titres, ce show avait clairement autant d'importance que n'importe quel PLE, même si ça en était pas un officiellement, et il est donc temps de voir ensemble si la WWE a terminé son année en beauté en revenant sur ce qui s'est passé hier soir lors de la 37e édition de Saturday Night Main Event. Alors, pour ouvrir ce show déjà très particulier en direct de New York, on voit d'abord une déco globale au style des années 80 et on accueille Jesse Ventura et Pat McAfee qui fait ce soir son retour aux commentaires. Et on peut alors directement enchaîner sur l'entrée de Drew McIntyre qui rejoint le ring pour ouvrir le show contre Sami Zayn. Alors là, on est sur une histoire très simple mais pourtant extrêmement bonne. Après avoir combattu dans un violent Hell in a Cell contre CM Punk, Drew McIntyre avait disparu des écrans pendant de nombreux mois. Finalement, il a fait son retour lors de l'épisode du 2 décembre pour attaquer Sami Zayn après son match dans le main event du show, et il a en plus révélé lors du dernier Raw avant Saturday Night Main Event qu'il était également celui derrière l'attaque de Jey Uso le même soir. Seulement, Drew a aussi pu s'expliquer ce soir-là, et avec tout ça, il a confirmé que son personnage était encore parfaitement bien écrit. En fait, alors qu'il se reposait après sa guerre contre CM Punk, Drew a commencé à réfléchir et a un petit peu changé sa vision du monde. Lui qui pensait que Punk était le même cancer qu'il avait toujours été, s'est mis à penser que peut-être les gens pouvaient réellement changer, mais alors qu'il était en train de commencer ce travail personnel, il a allumé la télé et il est tombé sur Survivor Series. Sur son écran, il a vu Sami, Jay et Jimmy arriver aux côtés de Roman Reigns et c'est là qu'il a totalement vrillé. Comme Kevin Owens, lui non plus ne comprend pas pourquoi ces hommes qui ont tant subi aux côtés du chef tribal acceptent de s'allier à lui, et il a alors réalisé qu'il devait faire quelque chose pour régler tout ça. En attaquant Sami et Jay, Drew a voulu passer un message clair, il a compris qu'il ne pouvait certes pas changer son passé, mais il est désormais tourné vers l'avenir et il est déterminé à rendre ce futur meilleur pour tout le monde. Évidemment, avec ça, le match s'est construit logiquement, avec Sami qui a défié Drew ce lundi à Raw, et même si cette histoire venait à peine de commencer, tout indiquait qu'elle allait être très importante. Parce que si on parle souvent de Kevin Owens et qu'on va en reparler dans le main event, Drew aussi a énormément subi à cause de la Bloodline. Donc certes, on peut se dire que l'idée est totalement la même, mais chacun a de bonnes raisons de s'en prendre à Sami, Jay et compagnie, et puisque Kevin est occupé avec Cody Rhodes, je trouve ça très intéressant d'avoir un Drew McIntyre qui s'occupe du reste de la Bloodline. Justement, pour confirmer ça, Sami attaque directement Drew pour tenter de prendre l'avantage, mais le Scottish Warrior qui a encore attaqué Jimmy Uso lors du dernier SmackDown ne se laisse pas faire et il malmène son adversaire avec des atémies autour du ring. Sami, qui est bien encouragé par les fans, ne se laisse clairement pas faire et il enchaîne Drew pour venger les attaques qu'ont subi sa famille dans les semaines précédentes, avec notamment ce très beau saut à l'extérieur qui nous offre alors un très bon début de combat. Bien sûr, Drew est de retour pour une mission très précise, donc il n'est pas dominé bien longtemps par son adversaire puisqu'il le capte en plein air et l'envoie s'écraser sur la table des commentateurs pour permettre l'arrivée de la première pub. Du coup, j'en profite aussi, tant qu'on y est, est-ce que je vous ai déjà parlé de Oli? Bon, vous les connaissez sûrement si vous avez l'habitude de me suivre, ils sont un soutien immense pour les vidéos et ils vous régalent régulièrement, notamment en cette période de Noël, avec le retour des 2 saveurs énergie pomme au four et prune cannelle. Déjà, ces nouvelles saveurs peuvent se boire chaudes, mais en plus, elles sont évidemment toujours aux arômes naturels, sans sucre et à base de caféine cristallisée pour me soutenir pendant toute la phase de montage. En plus, que ce soit en achetant ces nouvelles saveurs ou celles dont vous avez l'habitude, comme mes favoris pêche blanche et cerise dans la gamme hydratation, vous pouvez profiter de petits goodies gratuits à partir de 60 € d'achat, mais surtout, comme d'habitude, vous avez mes 2 codes promo qui vous permettent d'économiser pour vos achats de Noël. Avec le code MonsieurHawkin5, vous gagnerez 5 € sur votre première commande pour découvrir les différentes gammes de Oli avec leur pack découverte ou pourquoi pas les offrir à vos proches. Et pour les plus fidèles, vous avez le code MonsieurHawkin qui vous offre 10% sur toute la boutique, ce qui vous permet de vous régaler de vos saveurs favorites qui vous reviennent à seulement 70 centimes par portion. Alors n'attendez plus, foncez sur le lien dans la description pour discuter tranquillement autour de Saturday Night's Main Event en savourant votre Oli préféré dont vous avez profité au meilleur prix. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui passeront commande, ça soutient la chaîne et vous êtes les rois. J'en profite aussi pour remercier Oli pour leur soutien et pour quand même revenir sur le show, on voit clairement que Saturday Night's Main Event était présenté comme un épisode de Raw, c'est-à-dire que contrairement au PLE de la WWE dans lesquels les pubs sont placées entre les matchs, bah là on y avait le droit en plein milieu. Alors personnellement ça m'a pas plus dérangé que ça parce que j'ai regardé le show en différé donc les pubs étaient coupées, mais aussi parce que de toute façon je m'y attendais un petit peu. En soi, ça m'a permis d'un peu plus apprécier le show que ceux qui l'ont vu en direct, puisque les moments de pause étaient coupés, donc je conçois que j'aurai certainement une vision très différente de ceux d'entre vous qui l'ont fait en live. Mais bon, pendant ce temps, c'est toujours Drew qui domine, en faisant parler sa force dans ce ring aux couleurs old school, que j'aime beaucoup personnellement, mais Zayn ne lâche toujours pas, et il enchaîne les contres et les attaques pour revenir contre un adversaire surpuissant.
Justement, Sami réalise très vite qu'il a une ouverture sur Drew et il s'élance pour son Hell of a Kick, mais malheureusement, le psychopathe écossais est trop concentré et il revient avec un Spinebuster et une Powerbomb qui coupent directement l'élan du ou sonorifique. Franchement, les échanges à partir de là sont plutôt sympas et le public réagit très bien, notamment sur ce Sunset Flip Powerbomb de Sami Zayn, et pour ouvrir le show, je trouve que ce match fonctionne parfaitement. Les deux ont su très vite construire une histoire intéressante pour m'investir dans ce match et ils sont évidemment très bons dans le ring, ce qui se confirme notamment quand Sami Zayn contre le Claymore Kick, pour coucher Drew avec une très grosse Blue Thunder Bomb qui fait exploser New York. Bien sûr, cet enchaînement ne donne pas tout de suite la victoire à Sami, puisque Drew sort du ring pour l'empêcher de dérouler avec son coup de pied, et alors que Sami tente de venir le chercher à l'extérieur, l'Écossais a l'intelligence de rentrer dans le ring pour le surprendre avec son Claymore Kick sorti de nulle part et lui river les épaules pour remporter ce match. On a donc un combat certes très classique, mais très sympa, au résultat logique que certains trouveront peut-être trop prévisible, mais il faut aussi savoir que Sami n'a jamais battu Drew en 1 contre 1, et je trouvais ça intéressant de le mentionner parce que je pense que ça peut avoir une importance plus tard si cette rivalité continue. En plus, Drew, on voit qu'il est clairement très déterminé, puisqu'après avoir battu Sami Zayn, il s'est empressé de mettre sur Twitter qu'il ne lui restait plus que 4 personnes sur sa liste, et on comprend donc bien qu'il va finir par devoir se confronter à Roman Reigns. Mais bon, quoi qu'il en soit, Drew McIntyre est de retour et ça fait plaisir, et sur ce, nous, on peut passer à la suite, le match pour le titre mondial entre Liv Morgan et Io Sky. Ce match, malheureusement, il était assez compliqué avant même d'avoir commencé. Alors, pas compliqué à pronostiquer, parce que de mon côté, il n'y avait aucun doute sur le fait que Liv allait conserver sa ceinture, mais compliqué dans le sens où la WWE ne l'avait absolument pas mis en avant jusqu'à ce lundi à Raw. On a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, mais depuis SummerSlam, l'histoire autour du titre mondial détenu par Liv Morgan est uniquement centrée sur sa rivalité avec Rhea Ripley. Et donc, quand Io Sky a remporté une bataille royale pour devenir challengeuse au titre de Liv lors du Raw du 3 novembre, on pouvait penser qu'enfin la WWE allait passer à autre chose et que Rhea Ripley, qui était blessée à ce moment-là, allait se diriger vers de nouvelles histoires. Sauf que non, déjà Rhea est revenue bien plus tôt que prévu et elle a directement relancé sa rivalité avec Liv Morgan pour faire passer l'histoire entre Io et Liv totalement au second plan, à tel point que ce match n'a en fait aucune véritable histoire. On a juste une challengeuse qui a battu 14 adversaires pour obtenir ce match et qui n'a quasiment pas obtenu l'attention de la championne depuis, puisqu'il a fallu attendre l'épisode du Raw du 9 décembre pour enfin voir Io Sky s'attaquer clairement à Liv et tenter de faire comprendre à la championne qu'elle était une vraie menace. Et donc vous le voyez, avec une construction bancale qui est en fait bien plus centrée sur la rivalité entre Liv et Rhea, le fait que Io soit une des meilleures catcheuses de la WWE n'a malheureusement pas réussi à faire augmenter mes attentes pour ce combat, et franchement j'avais plutôt peur qu'on ait un match totalement oubliable. On accueille donc la challengeuse accompagnée par Kairi Sane et Dakota Kai, qui malheureusement ne la suivront pas jusqu'au ring, et elle est alors rejointe par Liv Morgan, qui elle aussi décide de laisser ses acolytes sur la rampe d'entrée. Alors, même si vous l'avez vu, mes attentes n'étaient pas énormes malgré ce clip qui selon la WWE nous récapitule une grande rivalité, mais je troll pas, hein, ils ont vraiment eu le culot de parler d'importantes rivalités, je trouve quand même que nous offrir un vrai 1 contre 1 sans associer autour du ring, c'était une plutôt bonne idée. On commence alors ce match sur un rythme assez simple avec des échanges partagés entre les deux femmes dans le ring mais aussi à l'extérieur puisque Io tente de placer sa German Suplex sur le tablier avant de finalement s'élancer avec un gros moonsault pour coucher la championne. Après ça, on a directement le droit à une petite page de pub dans laquelle il ne s'est visiblement pas passé grand chose puisqu'on retrouve Io dans le ring toujours en contrôle du combat et elle enchaîne sur la championne avant de s'élancer sur elle avec un suicide dive pour ne laisser aucune chance à Liv Morgan. Avec ça, on nous montre clairement l'immense différence de talent qui existe entre les deux catcheuses, et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai quand même plutôt apprécié. En plus, Io est la favorite de la foule, donc pour moi c'est presque encore plus surprenant à voir, mais pour quand même donner un peu d'offense à la championne, elle finit par contrer et placer son codebreaker depuis le coin pour reprendre l'avantage. Sauf que là encore, on y revient. Io est juste meilleure, et donc elle contre la championne et l'enchaîne de 3 German Suplex avec Ponté pour montrer son niveau monumental, et même si on sent le public un peu plus réservé pendant ce combat, il lance quand même des chants Let's Go Io alors que la challengeuse grimpe sur les cordes pour son moonsault. Bon, malheureusement pour elle, elle n'arrive quand même pas à le placer, et elle rate en plus son coup d'avant-bras après ça, ce qui permet à Liv d'en profiter pour la coucher une fois de plus avec son codebreaker. Après ça, la championne veut enchaîner, mais elle est surprise par Io qui tente de la coincer dans un crossface avant de l'exploser avec un coup de genou qui a fait beaucoup de dégâts, puis avec un second dans le coin qui lui permet de placer son adversaire pour sa prise de finition. Mais bon, c'était assez évident, une fois de plus, le moonsault ne passe pas puisque Liv lève les jambes pour contrer son adversaire dans un spot plutôt cool, et elle profite ensuite que sa challengeuse soit groggy pour lui placer son Oblivion et lui river les épaules pour conserver son titre. Du coup, dans tout ça, le résultat c'est une chose, mais pour moi c'est clairement pas le plus important. En fait, ça paraissait tellement évident que Liv allait conserver que je veux plutôt parler de la manière dont elle l'a fait. En soi, elle contre parfaitement la prise de finition d'une catcheuse qui est considérée par beaucoup comme la meilleure du roster, et elle la bat clean sans aucune aide extérieure, ce qui, je trouve, aide pas mal à établir son règne.
Alors certes, le match n'est pas non plus excellent et ça pose la question de l'avenir de Io parce que ça m'inquiète un peu pour elle, mais personnellement je préfère largement avoir ça que des interventions dans tous les sens pour justifier une victoire de Liv. Mais bon, évidemment, on pouvait pas non plus dire que du positif sur cette histoire, puisqu'alors que Liv célèbre, elle est rejointe par Rhea Ripley qui vient lui faire face sur la scène pour confirmer ce qu'on savait depuis le début. Ce combat contre Io n'était en fait qu'un simple match de transition pour permettre à la rivalité entre Liv et Rhea de se poursuivre. Du coup, pour la suite, il faudra attendre, puisque c'est pas pour ce soir et franchement, j'ai pas vraiment hâte. Donc nous, on va passer sans transition à la suite du show, le triple menace pour le titre poids lourd entre Finn Balor, Damien Priest et Gunther. Bon, là je sais que beaucoup n'étaient pas fans de l'idée de ce match, mais personnellement, je trouve sa construction cool et très logique. A la base, on était simplement censé avoir un match en 1 contre 1 entre Gunther et Finn Balor, puisque ce dernier voulait une chance au titre et le champion voulait de son côté prendre sa revanche sur Balor qui était intervenu dans son match. Mais dans cette histoire, il fallait pas oublier Damien Priest. Et oui, parce que si Gunther en voulait à Balor d'être intervenu dans son match pour l'aider à conserver son titre, ce qui avait empêché le ring général de reprendre en confiance, Priest de son côté était bien sûr hors de lui que son ancien associé lui ait encore coûté le titre mondial. Et donc, avec d'un côté un Gunther en perte de vitesse qui cherche tant bien que mal à se rétablir comme une vraie menace, d'un autre un Finn Balor qui s'immisce au sommet pour essayer de reprendre une ceinture, et enfin un Damien Priest prometteur qui veut se débarrasser de son ancien associé pour relancer son règne, on a une histoire qu'au global je trouve plutôt sympa. En plus, de toute façon, je m'attendais à une intervention de Priest dans le match 1 contre 1 entre Balor et Gunther, donc je trouve ça largement mieux de directement l'intégrer à ce match, parce qu'à mon sens, ça rajoutait un tout petit peu de suspense. Ceci dit, comme je l'ai dit, je m'attendais totalement à voir Gunther conserver son titre, mais justement je le voyais encore faire ça sur un coup de chance un petit peu, et le triple menace, ça allait totalement aider cette situation. En plus, ça aurait permis d'amplifier ce côté doute de Gunther qui, j'imagine, va l'entraîner dans une histoire vers WrestleMania. Justement, après avoir vu ces challengers faire leur entrée, le ring général s'avance au ring, toujours avec ce visage rempli de doutes, et sur ce, le match peut débuter. Bien sûr, le focus est sur la rivalité entre Priest et Finn, qui veulent certes récupérer le titre, mais qui veulent surtout régler leur compte, et tout ça nous offre donc de belles combinaisons en début de match, jusqu'à ce que Balor soit sorti du ring par Gunther et Damien Priest. Les deux adversaires de Wargames peuvent alors remettre le couvert, avec le challenger qui prend l'avantage en envoyant Gunther hors du ring et en se jetant sur lui, pour se remettre en confiance, mais surtout pour nous envoyer la pub. Et en vrai, c'est une petite critique que je vais déjà faire sur ce début de show, je trouve que les matchs ont tous l'exacte même construction. À chaque fois, un catcheur prend le contrôle, il se jette à l'extérieur ou alors se fait contrer à l'extérieur et on nous envoie la pub pour passer à la suite dans le ring. Donc ok, c'est un peu le même style de choses qu'on peut voir à Raw, mais là ça m'a vraiment marqué tellement c'était identique. Du coup, on revient effectivement sur le ring avec le face-à-face entre Priest et Balor qui dure pas bien longtemps puisque Gunther revient et couche ses deux challengers pour dominer le match, avant de finalement coincer Priest dans un Boston Crab. Balor de son côté n'attend pas bien longtemps pour revenir et on a donc de très belles combinaisons entre les trois hommes qui, même s'ils n'ont pas un rythme très rapide, montrent de très belles choses et utilisent parfaitement la stipulation triple menace. Chacun trouve son moment pour briller, avec en particulier Damien Priest qui a le dessus pendant un moment sur ses deux adversaires, mais qui est finalement calmé pour laisser Finn Balor et Gunther se faire face en 1 contre 1. Justement, le champion est déterminé à gagner ce combat au plus vite puisqu'il profite que Balor ait été sorti du ring pour construire Priest dans une prise du sommeil et le battre comme il l'a fait à Survivor Series, mais cette fois-ci ça ne passe pas et le challenger revient pour coucher Gunther avec son chokeslam. Malheureusement pour Priest, son rival fait son retour au même moment et Balor déroule sur Damien pour préparer son coup de grâce, mais le champion est encore dans le match et il fait chuter Finn pour se remettre en position de contrôle. Ce retour laisse le temps à Priest de se remettre de ce qu'il a subi et il profite donc de la position de Gunther pour le coucher avec son Razor's Edge, mais de nulle part, Balor qui était resté perché sur le coin s'élance pour son coup de grâce et couche le champion en pleine poitrine. Sur cet échange de fou, Balor tente de river les épaules de Gunther, mais son tombé est brisé par Priest qui veut enchaîner avec son Razor's Edge sur son rival, sauf que de nulle part, Finn le roule et passe encore très proche de prendre le titre. Priest n'a bien sûr pas pour autant dit son dernier mot à ce moment-là, il attrape Finn Balor par le cou et l'écrase avec son South of Heaven pour lui garantir la victoire, mais Gunther revient de nulle part pour tirer son challenger par les cheveux et briser le tombé. Gunther profite alors de cette ouverture pour combiner sur Priest à l'extérieur en l'écrasant sur l'escalier avec une violente powerbomb, et le champion ne perd pas une seconde après ça puisqu'il revient dans le ring et fait subir le même sort à Finn Balor pour lui river les épaules et conserver son titre mondial. Honnêtement, j'ai plutôt bien aimé ce match et franchement, j'ai même été surpris par la fin. Je vous l'ai dit, je m'attendais totalement à ce que Gunther profite d'une intervention ou d'un quiproquo pour conserver sa ceinture, mais pas du tout. Le ring général a ce soir repris confiance en lui en dominant ses deux adversaires de manière claire et précise, et donc il quitte Saturday Night's Main Event en étant débarrassé de Priest et Balor pour, j'imagine, se diriger vers une toute autre histoire qu'il faudra suivre de très près. Du coup, franchement, c'est un match que j'ai beaucoup aimé, c'est d'ailleurs à ce moment-là mon favori de la soirée, et en plus j'ai été surpris de la fin, donc ça me donne vraiment envie de voir ce que la WWE va nous raconter avec Gunther dans les semaines à venir. Mais bon, avant d'en arriver là, il est l'heure de passer à l'avant-dernier match de la soirée, celui pour le titre féminin des États-Unis qui fait ce soir-là ses débuts à la WWE. Depuis des mois, beaucoup de fans, dont moi-même, demandent l'introduction d'un titre mineur dans la division féminine.
Personnellement, je trouve que les titres par équipe ont rarement, voire jamais été utilisés à leur plein potentiel, et donc quand la WWE a annoncé l'arrivée du titre féminin des États-Unis, j'étais ultra content. Alors, en soi, je reste pas forcément convaincu par l'idée de juste reprendre la même ceinture que pour le titre masculin, d'autant qu'ils ont fait la même chose pour le titre intercontinental du côté de Raw. Mais en vrai, pour mettre en avant une division qui est en perte de vitesse et que la WWE ne gère pas très bien, je trouve ça juste parfait. En plus, avec les noms qu'on avait du côté de SmackDown, on savait qu'on allait se diriger vers une finale très cool, et c'est justement le cas, puisqu'après avoir chacune vaincu 3 adversaires, Michin et Chelsea Green se retrouvent en finale pour couronner la toute première championne des États-Unis de l'histoire de la WWE. Alors moi à la base, pour être honnête, j'avais vraiment en tête une victoire de Chelsea Green, que je voyais bien inaugurer la ceinture, même si c'était pas non plus à mon sens le choix le plus intéressant, mais quoi qu'il arrive, il est l'heure de découvrir qui a remporté cette finale, et donc ce tournoi inaugural. On accueille alors Chelsea Green puis Michin, qui ont déjà eu une grosse rivalité par le passé, et qui se retrouvent en finale pour proposer une situation qui honnêtement régalait tout le monde. Parce que oui, si je viens de dire que je trouvais peut-être pas ça ultra judicieux de mettre Chelsea en première championne, c'est pas pour autant qu'elle ne le méritait pas, bien au contraire. Et si de base je trouvais que Michin était trop peu pertinente pour gagner la ceinture, j'ai fini par changer d'avis au fil des semaines et on se retrouvait donc dans une situation dans laquelle peu importe le résultat, on était gagnant. En plus, les deux ont un passé qui s'étend bien au-delà de la WWE, ce qui rendait le match encore plus spécial, et c'est finalement Michin qui semble prendre le dessus en début de combat avant d'être contré et envoyé à l'extérieur par Chelsea Green. Bon, cette fois-ci, pas de classique avec la pub, puisque Michin ne laisse pas son adversaire s'élancer et elle la calme avec une droite, mais alors que Chelsea distrait l'arbitre dans le ring, on a le droit à la première intervention de ce combat, avec Piper Niven qui couche Michin avec un puissant écrasement. Alors du coup c'est finalement ce moment qui permet de passer à la pub, voilà j'en profite, les bonnets sont toujours dispo sur la boutique, et on revient alors dans le ring après ça avec un retour de Michin qui trouve un contre pour dérouler avec des German suplex. Ce contre de Michin ne lui permet quand même pas de gagner le match puisqu'elle part sur un échange de contre avec son adversaire avant d'être couchée par un Rough Rider qui passe proche de donner la ceinture à Chelsea, mais qui bien sûr ne met pas tout de suite un terme au combat. Confiante après ça, Chelsea veut enchaîner avec un spear sur son adversaire qui est épuisé sur le tablier du ring, mais justement, Michin l'esquive et la laisse partir à pleine vitesse dans son associé avant d'enchaîner avec un très beau senton sur Piper et Chelsea Green. On comprend alors que c'est maintenant ou jamais pour Michin et elle profite d'être à l'extérieur pour définitivement se débarrasser de l'associé de son adversaire, sauf que malheureusement, cette perte de temps permet à Chelsea de reprendre ses esprits et elle revient dans le ring avec un coup de pied. Pour autant, le Unprettier ne passe pas après ça puisque Michin place un roll-up, mais alors qu'elle enchaîne avec son hit de feet qui lui donnerait une victoire assurée, Chelsea sauve son match en posant sa jambe sur la corde à la dernière seconde. Si Michin avait tout prévu pour gagner le match sur cette prise, elle réalise que cette erreur de placement lui coûte très cher puisqu'alors qu'elle lutte avec Chelsea sur le coin, Piper fait son retour et vient encore perturber cet affrontement. Michin est donc obligée d'à nouveau s'occuper d'elle pour éviter qu'elle ne lui coûte son match, mais en faisant ça, elle perd encore du temps et laisse Chelsea revenir avec une claque et une magnifique version du Unprettier qui cette fois-ci met Michin hors d'état de nuire et permet à Chelsea Green de remporter ce combat. Nous avons donc officiellement notre première championne des États-Unis, et si j'ai trouvé le début du match un peu lent et compliqué, la seconde partie m'a beaucoup plu, avec en particulier ce très bon segment final, et avec tout ça, j'ai vraiment hâte de voir où Chelsea va se diriger avec cette nouvelle ceinture. Parce que oui, si je disais que j'étais pas certain de l'idée de lui donner la ceinture pour l'inaugurer, c'est pas parce que j'aime pas son personnage, c'est juste parce que j'avais peur que le côté comique fasse un peu baisser le prestige du titre. Sauf que là, avec ce qu'elle a montré, franchement, je suis vraiment rassuré. Pour être honnête, je serais pas du tout contre une trahison de Piper qui veut récupérer la ceinture, ça pourrait être une bonne histoire, mais on peut aussi imaginer que Michin va vouloir une revanche, et donc j'ai hâte de voir la suite. La suite, en l'occurrence pour nous, c'est tout de suite, puisqu'on se dirige vers le main event de la soirée, le match tant attendu pour le titre indisputé entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Alors là, je vais être clair, on est pour moi sur une des meilleures histoires de l'année à la WWE. Alors certes, elle ne fait que commencer, et certainement qu'elle va se poursuivre sur 2025, mais je trouve que la construction est parfaitement logique et que Kevin Owens et Cody Rhodes tiennent chacun le rôle parfait. En plus, le principe est très simple, Cody Rhodes a accepté de faire équipe avec Roman Reigns lors de Bad Blood, et il s'est même proposé comme partenaire du OTC, et cette situation a naturellement mis Kevin Owens hors de lui. Si vous avez vu ma vidéo récapitulative du règne de Reigns, vous savez à quel point Owens a été un de ses rivaux majeurs, notamment au début de l'histoire, mais même pendant toute la période Bloodline, avec notamment ce match lors du Royal Rumble. Et donc, le fait de voir un homme qu'il considérait comme son ami s'allier à un de ses plus grands rivaux a fait totalement craquer l'ancien champion universel. Et donc, après avoir attaqué Cody Rhodes puis Randy Orton et avoir mis ce dernier hors d'action au mois de novembre avec un piledriver terrifiant, Kevin Owens s'est pour de bon lancé dans sa rivalité avec Cody pour nous offrir des segments très importants. A mes yeux, l'échange le plus marquant, c'est celui que les deux ont eu lors du SmackDown du 22 novembre, dans lequel Cody a montré un côté de sa personnalité qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, et donc avec un Kevin Owens ultra logique et consistant sur sa vision de la Bloodline et un Cody Rhodes qui reste le gentil classique mais qui montre aussi des facettes surprenantes de sa personnalité,
on avait pour moi une construction ultra intéressante. Parce que oui, si je dis que Cody montre de nouvelles choses, c'est pas juste parce qu'il est plus énervé. Dans cet échange que je vous conseille encore une fois, il a mentionné directement le fait que Owens n'ait pas osé s'en prendre à sa jambe pour gagner leur match lors de Bash in Berlin, et il a complètement craqué en disant à son rival que lorsqu'il s'affronterait, il ne reculerait devant rien pour lui faire payer ce qu'il a fait à Randy Orton. Et donc pour moi, c'est tout ça qui fait de cette histoire une histoire hyper intéressante. Je sais que beaucoup de personnes aimeraient voir Cody Rhodes faire un heel turn déjà alors qu'il est champion depuis à peine 6 mois, mais je trouve qu'en fait il n'y a pas besoin d'aller jusque là. Avoir un Cody Rhodes qui devient juste un peu plus sérieux et qui est déterminé à se venger de quelqu'un qui a fait souffrir son ami, ça permet de montrer un aspect différent de son personnage sans pour autant totalement partir dans le heel turn qui pourra pour moi se faire des années plus tard. Alors certes, avec tout ça, peut-être que le titre de champion indisputé passe un peu au second plan parce qu'il est défendu dans un match qui en fait se suffit à lui-même, mais franchement, entre le talent des deux hommes, la grande histoire et la possibilité même infime de voir Kevin Owens créer la surprise, à mes yeux, on avait tout pour créer un très grand moment. En plus, c'est pas tout parce que Triple H nous a teasé quelque chose cette semaine sur Twitter avec pourquoi pas une ceinture spéciale pour Cody Rhodes en l'honneur de Saturday Night's Main Event. Donc avec tout ça, vous le voyez, j'avais très hâte de ce combat et j'espérais ne pas être déçu. Et donc c'est parti. Kevin Owens fait son entrée sous les huées de la foule, même si en vrai la réaction est au début un peu partagée parce qu'on est obligé de reconnaître qu'il a pas complètement tort. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Donc il a pas tort. Et il est rejoint par un Cody Rhodes déterminé à venger les nombreuses attaques de son challenger. Comme on s'y attendait, Cody porte à sa taille une ceinture bien particulière puisqu'il arbore la Winged Eagle Belt, ce titre qui a fait les grandes heures de la WWE dans les années 80-90. Et même si je sais que c'est pour une occasion spéciale et qu'on la reverra plus après, bah ça fait quand même plutôt plaisir. En vrai d'ailleurs, pour en parler, le côté old school global de ce show j'ai vraiment adoré et ce genre de petits détails ça rajoute à mes yeux énormément, d'autant que cette ceinture fait clairement partie des plus belles. Alors, je sais que certains s'attendaient à voir la spinner belt de John Cena, mais bon, ça on sait jamais, ce sera peut-être pour 2025. En tout cas, pour ce soir, Cody Rhodes rejoint le ring pour défendre ce titre si spécial contre Kevin Owens. Pour directement appuyer sur l'intensité de la rivalité, le champion veut se jeter sur son challenger, mais Owens, qui a clairement l'avantage psychologique, prend son temps à l'extérieur pour faire patienter le champion. Après avoir jeté un petit œil à cette ceinture, Kevin Owens revient dans le ring, mais il en ressort aussitôt pour continuer de frustrer son rival, et ça fonctionne très bien puisque Cody craque et le rejoint à l'extérieur pour enfin partir à la lutte. À peine remis dans le ring par le champion, Owens en ressort, mais Cody ne le lâche pas et se jette sur lui avec un topé pour imposer son rythme en début de match et totalement dominer son challenger. Dans tout ça, la seule solution de Owens, c'est de perpétuellement sortir du ring et ça finit par bien fonctionner puisqu'il surprend Cody à l'extérieur et l'écrase sur la table avec la souplex préférée de Randy Orton, ce qui lui permet de narguer ce dernier en allant lui dire bonjour à travers la caméra. KO nous confirme alors qu'il a complètement pété un plomb et il garde le contrôle dans le ring après ça, et alors qu'il déroule sur le champion en se concentrant sur sa cheville blessée, on nous propose encore une bonne vieille page de pub. Mais là, c'est la régalade, c'est-à-dire qu'on a le picture in picture qui nous permet quand même de suivre un peu le combat, sauf que vous l'imaginez bien, on rate totalement le plaisir de voir des choses intéressantes puisque Owens domine pendant un bon moment et Cody revient finalement sur un contre pour reprendre un petit avantage. Bon, on reparlera un petit peu de tout ça à la fin du show, vous en faites pas, ça fait clairement partie des points négatifs de Saturday Night's Main Event, mais en attendant, on va enfin revenir sur le match en plein écran et Owens reprend le contrôle en faisant chuter lourdement le champion sur la 3e corde. Cette fois-ci, KO ne commet pas les mêmes erreurs qu'à Bash in Berlin puisqu'il s'est déjà bien concentré sur la cheville de Cody, mais en plus il enchaîne avec une puissante Swanton Bomb et il veut même moquer Dusty Rhodes en plaçant le Bionic Elbow, mais il est bien sûr contré par Cody Rhodes qui rend hommage à son père et qui reprend le contrôle pendant quelques instants. Le Disaster Kick touche Kevin Owens en pleine tête et Cody profite de son avantage pour préparer son super Cody Cutter, mais là encore le challenger est trop intelligent et il sort du ring pour reprendre ses esprits. Franchement, il n'y a pas à dire, Owens en heel, il est vraiment trop fort et il le prouve en revenant avec un super kick qui lui permet de grimper sur la table des commentateurs avec Cody pour certainement préparer quelque chose de terrible. Sauf que malheureusement, KO n'a pas tout prévu. Rhodes, qui a beaucoup appris aux côtés de Randy Orton, le surprend de nulle part avec un RKO sur la table et enfin il place Owens dans le ring et le couche avec son super Cody Cutter pour tenter de gagner le combat. Mais là encore, Owens résiste. Il se dégage et même s'il est à bout de force, il trouve l'énergie de contrer Cody sur le coin avec sa puissante Fisherman Suplex qui ne lui donne pas la victoire mais lui permet de revenir dans le match. Pour continuer dans cette direction, Owens veut en finir avec son stunner, mais Cody le contre et prépare son Crossroads. Seulement là encore, Owens répond présent et il pousse le champion sur l'arbitre pour le sortir du combat. Malgré ça, Kevin Owens n'est pas perturbé, il reste concentré et il enchaîne avec son stunner sur le champion avant de tenter un tombé qui lui offre un compte de 3. Mais malheureusement, sans arbitre pour officialiser sa victoire, Owens ne peut pas repartir avec le titre. Et pourtant, il l'avait fait. Les épaules de Rhodes n'ont pas bougé, mais personne n'était là pour compter officiellement, et KO est donc naturellement hors de lui. Finalement, un nouvel arbitre arrive après ça, mais bien sûr, entre-temps, Cody a repris ses esprits et il peut donc se dégager pour s'accrocher à son titre, ce qui bien sûr finit de faire exploser son challenger.
Owens est à bout de force autant physiquement que psychologiquement, mais il essaye quand même d'en finir avec sa pop-up powerbomb qui malheureusement pour lui est contrée par le champion. Cody ne perd pas de temps après ça, il en profite pour s'élancer avec son Cody Cutter, mais une fois de plus, Owens décide de contrer et l'arbitre est écrasé par le champion pour être sorti du combat. À nouveau sans officiel, les deux hommes sont perturbés et c'est quand même Owens qui reprend le dessus en envoyant Cody dans le poteau, mais cette fois-ci, il ne commet pas la même erreur. Il sait que tenter un tombé ne sert à rien, mais il sait surtout que personne ne peut l'arrêter. Kevin Owens se dirige donc à l'extérieur pour se saisir d'une chaise et préparer un sale coup, mais de retour dans le ring, il est surpris par le champion qui l'esquive et lui place son Cody Cutter. Avec son adversaire en difficulté, Cody en profite, il le saisit pour son crossroads et l'explose avec sa prise de finition sur la chaise, avant de cette fois-ci lui river les épaules pour un compte de 3 bien officiel, qui permet au champion de conserver son titre au terme d'un match très controversé, mais que personnellement j'ai beaucoup aimé. Et oui, je vous vois venir, attendez 2 minutes avant d'écrire votre commentaire pour dire que c'était trop prévisible, que le règne de Cody est nul et qu'il profite d'arbitres KO et de chaises pour gagner, je vous explique un peu mon point de vue. Parce que justement, pour moi le fait que Cody ait profité de tout ça pour gagner, c'est juste parfait pour sa rivalité avec Kevin Owens. On l'a vu, même s'il a le rôle du méchant dans cette histoire, KO est tout à fait justifié. Il a raison de s'en prendre à Cody Rhodes pour avoir fait équipe avec Roman Reigns. Alors après on peut discuter de la méthode qu'il utilise, mais dans le fond il n'a pas tort. Et le fait que Cody gagne comme ça en profitant de nombreux avantages comme pouvait justement le faire Roman Reigns, notamment contre Kevin Owens, c'est absolument parfait pour appuyer là-dessus. KO va certainement devenir encore plus fou après cette défaite et ça va permettre à cette rivalité de passer à un stade supérieur qui à mes yeux fait autant évoluer le personnage de Cody que celui de Kevin. Donc oui, le résultat est prévisible évidemment, mais il faut regarder plus loin. Ce qui a été fait ce soir contribue énormément à cette histoire et donc j'ai extrêmement hâte de voir la suite entre les deux rivaux. Parce que vous l'avez bien compris, c'est très loin d'être terminé. Hors antenne, après le match, Kevin Owens s'en est violemment pris à Cody Rhodes et l'a couché avec un piledriver avant de célébrer avec la ceinture alors que le champion était évacué sur civière. Et la dernière vraie image de ce Saturday Night Main Event est donc très importante puisque le champion indisputé quitte l'arène dans une ambulance. En plus, c'est pas tout parce que Triple H a aussi confronté Owens sur la scène en dehors des caméras principales et donc tout ça nous prouve que même si Kevin Owens a perdu, il n'est pas moins pertinent après ce combat et même bien au contraire. Donc oui, je sais que ceux qui n'apprécient pas le règne de Cody Rhodes vont nous dire que Owens a été enterré et je suis d'accord sur le fait que ça aurait pas été déconnant de faire gagner Kevin Owens, ça aurait même été une plutôt bonne surprise, mais honnêtement, avec tout ce qu'on a vu après le match, KO ne pouvait pour moi pas mieux s'en sortir à part en gagnant la ceinture, ce qui, on l'a vu, n'était clairement pas dans les plans de la WWE. Mais bon, ceci dit, pour quand même faire un bilan global de ce show, c'était juste un événement spécial diffusé à la télé, donc même si on a eu quelques trucs sympas et que certaines histoires ont progressé, c'est absolument pas une soirée qui va marquer les fans. Les nombreuses pubs pendant le show ont clairement ralenti le rythme des combats et ce moment de pause dans le main event avec le picture-in-picture m'a personnellement un peu sorti du match, donc c'est pour moi le gros point négatif de cette émission qui finalement était plutôt basique. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé le match pour le titre poids lourd, d'autant qu'il envoie Gunther dans une position très intéressante pour sa route vers WrestleMania. Et même si le match entre Liv et Io était très peu important comme on s'y attendait tous, la fin du tournoi pour le titre des États-Unis était vraiment cool et j'espère que ça va permettre à la division féminine de se relancer un petit peu. Le main event, quant à lui, je sais qu'il va beaucoup faire parler, vous étiez nombreux à vouloir voir Kevin Owens repartir avec le titre, et même si ça aurait pas été une catastrophe de faire ça, on reste quand même sur un show qui, comme je l'ai dit, n'avait clairement pas pour vocation d'être plus qu'un house show un peu particulier, et donc on pouvait pas non plus s'attendre à d'immenses surprises au risque d'être déçu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur la vidéo et sur Saturday Night Main Event en général. N'oubliez pas non plus de profiter du lien dans la description et de mes 2 codes promo pour vous régaler des boissons au lit, surtout en cette période de Noël. Je les remercie encore une fois de m'accompagner sur YouTube et sur Twitch. Et tant que vous y êtes, si vous avez encore pas assez chaud dans cette période d'hiver, n'hésitez pas, vous avez toujours la boutique en description. Vous pouvez choper des bonnets, des pulls, des t-shirts, ça soutient encore une fois tout ce que je fais et c'est hyper cool de votre part. Je vous remercie à nouveau de tout votre soutien en cette fin d'année. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.